Rejoignez les chroniques de Reddit et plongez dans d'autres récits, mais d'abord, écoutez celui-ci. Je quittais la fête d'entreprise de ma femme quand j'ai entendu, depuis les toilettes, des bruits qu'aucun mari ne devrait jamais entendre. Elle en est sortie en s'arrangeant les cheveux. Ensuite, j'ai découvert le compte caché, les appels secrets, le garçon que j'avais élevé pendant 9 ans, et l'homme qu'elle nous cachait à tous les deux. Elle pensait avoir déjà gagné. Elle avait tort. Je m'appelle Clayton Merritt. J'ai 51 ans et je possède une entreprise de plomberie à Columbus, dans l'Ohio. Je l'ai créée de toutes pièces il y a 22 ans avec une camionnette d'occasion et 2 employés. Aujourd'hui, j'ai 14 gars sur la liste de paie, une solide réputation dans le métier, et assez de travail en commande pour faire tourner la boutique pendant les 2 prochaines années. Je ne suis pas un homme, m'as-tu vu? Je ne conduis pas de voiture de luxe et je ne porte pas de costume pour impressionner qui que ce soit. Ce que j'ai, je l'ai construit de mes propres mains et j'en étais fier. J'ai épousé Naomi il y a 5 ans. Elle avait 33 ans, j'en avais 42. Elle avait un garçon de 4 ans nommé Tyler, issu d'un précédent mariage, un mariage qui avait pris fin, m'avait-elle dit, parce que son ex-mari, Russell, ne pouvait tout simplement pas assumer les responsabilités d'une famille. Elle m'a dit qu'il était parti alors que Tyler avait à peine 1 an. Je l'ai cru. J'ai pris le relais. Je suis devenu le père de Tyler à tous les niveaux qui comptaient. Nous avions même convenu très tôt que nous lui dirions la vérité à ses 18 ans, que je n'étais pas son père biologique, mais que je l'avais choisi. C'était censé être notre plan honnête et décent. Naomi travaillait comme responsable de bureau dans un cabinet d'avocats de taille moyenne au centre-ville. Bon salaire, environnement professionnel, le genre de travail où l'on porte des vêtements d'affaires et où l'on assiste aux événements de l'entreprise. Ces événements étaient incontournables dans son calendrier. En général, je les évitais. Non pas parce que je m'en fichais, mais simplement parce que je ne trouvais pas ma place dans ce milieu de blazers et de verres de vin. Donnez-moi un chantier et un thermos de café n'importe quand. Mais le jeudi précédent Thanksgiving, Naomi a insisté. C'est la fête annuelle des fêtes de fin d'année, a-t-elle dit, sur un ton qui ne laissait aucune place au débat. Mon patron s'attend à ce que les conjoints soient présents. C'est important pour moi, Clayton. S'il te plaît. Alors, j'y suis allé. Le lieu était un espace événementiel sur un toit dans le quartier de Short North. Des murs de verre, des chauffages de location, une vue sur les toits de la ville qui aurait été impressionnante si je n'étais pas déjà en train de compter les minutes avant de pouvoir partir. Naomi était magnifique. Elle l'était toujours quand elle s'apprêtait. Une robe rouge sombre, bien coiffée, un sourire éclatant. Elle m'a embrassé sur la joue quand nous sommes entrés, puis s'est rapidement évanouie dans la foule comme de la fumée. J'ai passé la première heure au bar à siroter une eau gazeuse, hochant poliment la tête devant des gens dont j'oubliais le nom à la seconde où ils le prononçaient. Naomi était dans son élément. Elle riait, passait d'un groupe à l'autre, son verre n'était jamais vide. Je la regardais et j'essayais de comprendre à quel moment exactement nous avions cessé de former une équipe lors de ce genre d'événement. Vers 22h30, j'ai décidé que j'avais accompli mon devoir. J'ai posé mon verre, attrapé mon manteau sur le porte-manteau près du couloir, et je me suis dirigé vers la sortie. C'est là que je l'ai entendu. Cela venait de derrière la porte portant l'inscription « Toilette », au bout d'un petit couloir juste à l'écart de la salle principale. Ce n'était ni la musique, ni la foule, c'était autre chose. Des voix basses, le rire rapide et étouffé d'une femme, comme quelqu'un qui essaie de rester silencieux. Et puis, un son qui m'a frappé au plus profond de la poitrine, le genre de son qu'aucun mari ne devrait jamais entendre venant de derrière une porte fermée à la fête d'entreprise de sa femme. Je me suis arrêté de marcher. Je suis resté planté là, dans ce couloir, avec mon manteau à moitié enfilé, et j'ai écouté. Ma femme n'avait aucune idée que je me tenais juste de l'autre côté de cette porte. La poignée a bougé. Un homme est sorti le premier, la quarantaine environ, bien habillé, ajustant les poignets de sa veste avec le calme de quelqu'un qui n'a rien fait de mal. Il ne m'a pas remarqué. Une seconde plus tard, Naomi a suivi. Son rouge à lèvres était irrégulier. Ses cheveux étaient décoiffés. Elle souriait à quelque chose qu'il disait, jusqu'à ce qu'elle tourne la tête et me voilà. Son sourire s'est effacé. Clayton. Sa voix est sortie à la fois plate et tranchante. Qu'est-ce que tu fais ici? Je l'ai regardé. Je l'ai regardé, lui. Et j'ai senti quelque chose se figer au fond de moi. Ce n'était ni de la rage,
ni du chagrin, mais quelque chose de plus froid que les deux. J'étais sur le point de partir, ai-je dit. On dirait que j'aurais dû partir il y a 1 heure. Elle m'a suivi dehors. Je ne le lui avais pas demandé. Elle est simplement apparue à mes côtés au moment où je franchissais la porte en verre pour me retrouver dans l'air de novembre, ses talons claquant durement contre le trottoir comme si c'était elle qui avait de quoi être en colère. Clayton, arrête. Sa voix était vive. Arrête-toi et écoute-moi. Je me suis arrêté. Non pas parce qu'elle me l'avait demandé, mais parce que j'avais besoin d'une seconde pour m'assurer de dire ce que j'avais à dire sans perdre mon sang-froid. Je me suis retourné. La fête sur le toit bourdonnait au-dessus de nous. La rue était calme. Un taxi est passé et a continué sa route. Qui est-ce, ai-je demandé. Naomi a croisé les bras. Elle avait attrapé son manteau en sortant mais ne l'avait pas mis, et elle se tenait là, le serrant contre sa poitrine comme un bouclier. Il s'appelle Derek Fowler. Il travaille dans la division des contrats au cabinet. Et que faisiez-vous exactement tous les deux dans ces toilettes, Naomi? Elle a détourné le regard. Un muscle a tressailli dans sa mâchoire. Ce n'était rien. Nous avions trop bu. Ça a dérapé pendant 1 minute et ça ne se reproduira plus. J'ai laissé ces mots planer entre nous pendant un instant. Déraper, ai-je répété. C'est ça ton explication? Clayton, je ne vais pas rester là à me faire interroger dans la rue. Tu vas rester là, ai-je dit en gardant un ton égal, et tu vas me parler comme si j'étais ton mari, parce que c'est ce que je suis. Ou du moins, c'est ce que je croyais être. Elle a tressailli, juste un peu. Puis son expression a changé. J'avais déjà vu ce changement, ce revirement qu'elle opérait quand elle se sentait coincée, quand sa meilleure défense était l'attaque. Tu veux savoir pourquoi ce genre de choses arrive, a-t-elle dit. Parce que tu n'es jamais présent, Clayton. Tu rentres à la maison avec une odeur de tuyauterie, tu dînes et tu t'endors devant la télévision. À quand remonte la dernière fois que tu m'as vraiment regardé? C'était ça, la diversion, la façon dont elle pouvait prendre quelque chose dont elle était coupable et le transformer en un référendum sur mes échecs. Je l'avais déjà vu faire ça auparavant, lors de petites disputes, dans de petits moments, mais jamais comme ça, jamais avec de tels enjeux. Je te regarde tous les jours, ai-je répondu. Je te regarde quand je rédige les chèques pour l'école de Tyler, quand je répare la fuite sous l'évier que tu oublies sans cesse de mentionner, quand je l'emmène à son entraînement parce que tu travailles tard. Je me suis encore rapproché d'un pas. Ne fais pas ça, Naomi. Ne reste pas là à transformer tout cela en quelque chose dont je serai responsable. Elle a pincé les lèvres. L'espace d'un instant, juste un instant, j'ai cru voir quelque chose de sincère vaciller dans son regard, quelque chose qui ressemblait presque à de la culpabilité. Puis cela a disparu. Je ne dis pas que c'est de ta faute, a-t-elle dit, plus calmement. Je dis que nous avons des problèmes depuis longtemps et qu'aucun de nous n'a voulu les affronter. Je les aurais affrontés si tu m'en avais parlé. C'est ce que font les gens mariés. Elle n'a pas répondu. Je l'ai regardée se tenir là dans le froid. La femme avec qui j'avais construit une vie, la femme que j'avais choisie, la femme dont j'avais élevé le fils comme le mien. Et j'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Pas s'effondrer, juste bouger, comme un mur porteur qui aurait reçu un coup de trop et commencerait enfin à le montrer. Retourne à l'intérieur, ai-je dit. Je rentre à la maison. Clayton, j'ai besoin de réfléchir. J'ai levé la main. Nous parlerons demain, mais là tout de suite, j'ai besoin de ne pas être sur ce trottoir avec toi. J'ai marché vers ma camionnette. Cette fois, elle ne m'a pas suivi. Le trajet pour rentrer a duré 20 minutes. Je n'ai pas allumé la radio. J'ai simplement conduit, les mains à 10h10, regardant les lumières de l'autoroute défiler au-dessus de moi. Au moment où je me suis garé dans l'allée, quelque chose avait déjà changé dans ma façon de penser. Une partie silencieuse et méthodique de mon cerveau, que je réservais d'habitude aux devis et aux litiges contractuels, s'était activée et n'allait plus s'éteindre. Je suis rentré. Tyler dormait. La babysitter, notre voisine Madame Caldwell, m'a fait un bref signe de tête depuis le canapé et s'est éclipsée sans dire un mot. Je suis resté 1 minute dans le couloir, devant sa porte, à écouter le silence. Ensuite, je suis allé à la table de la cuisine, j'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai affiché notre compte de téléphone commun. Je me suis dit que j'avais juste besoin de savoir, juste de voir l'ampleur de la situation.
Depuis quand, à quelle fréquence, à quel point? Ce que j'ai découvert dans les 15 minutes qui ont suivi a fait paraître l'air froid de l'extérieur presque chaud en comparaison. Le numéro de Derek Fowler apparaissait 47 fois au cours des 2 seuls derniers mois. Des fins de soirée, des après-midi de week-end. Un appel à 23h40 un mardi soir qui avait duré 1h12, le soir même où elle m'avait dit être coincée à un dîner avec un client. Et puis, en remontant dans le journal d'appel, un numéro que je ne reconnaissais pas. Un indicatif 614, la zone locale de Columbus. Des dizaines d'appels remontant à près de 4 mois. Le plus récent datait d'il y a 3 jours. J'ai fixé ce numéro pendant un long moment. Puis j'ai pris mon téléphone et je l'ai composé. Le numéro a sonné 3 fois avant que quelqu'un ne décroche. La voix qui a répondu était prudente, celle d'un homme d'une quarantaine d'années à l'entendre. Le genre de voix appartenant à quelqu'un qui n'avait pas pour habitude de répondre aux numéros inconnus, mais qui avait fait une exception ce soir-là. Ouais. Je m'appelle Clayton Merritt, ai-je dit. Je suis le mari de Naomi. Je regarde votre numéro sur ces relevés téléphoniques qui remontent à des mois. Je crois que vous et moi devons parler. Silence. Assez long pour que je pense qu'il allait raccrocher. Alors, comment avez-vous eu ce numéro? Un compte de téléphone commun. Elle a oublié ce détail. J'ai gardé une voix posée. Je n'appelle pas pour vous menacer. Je veux juste la vérité. Comment connaissez-vous ma femme? Une autre pause. Quand il a repris la parole, sa voix avait changé. Son ton prudent avait disparu, remplacé par quelque chose qui ressemblait presque à de la résignation. Je m'appelle Russell Payne, a-t-il dit. Naomi et moi étions mariés avant vous. Je m'en doutais déjà. Mais l'entendre de vive voix m'a quand même fait l'effet d'un seau d'eau glacée. Elle m'a dit que vous l'aviez abandonné, elle et Tyler, quand le garçon avait à peine 1 an. Un son bref et amer, pas tout à fait un rire. C'est ce qu'elle a dit? Ce n'était pas une question. Je ne suis pas parti, monsieur Merritt. C'est elle qui a demandé le divorce, affirmant que le mariage était brisé et irréparable. J'ai signé les papiers parce que je l'aimais assez pour la laisser partir si c'était ce dont elle avait besoin. Elle a gardé la maison, la moitié de ma retraite. Et ma camionnette. J'avais 35 ans et je repartais de zéro. Il a fait une pause. Et elle a emmené Tyler. Je ne savais même pas qu'elle était enceinte quand les choses se sont effondrées entre nous. Elle ne me l'a jamais dit. Je suis resté très immobile à la table de ma cuisine. La maison était silencieuse autour de moi. Quelque part au fond du couloir, Tyler dormait. Vous êtes en train de dire que vous n'étiez pas au courant pour votre fils, ai-je demandé. Pas avant il y a environ 4 mois, a répondu Russell. Je l'ai appris par une amie commune. Une vieille connaissance de l'université. Elle a mentionné que Naomi avait un garçon qui me ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Je l'ai contacté. Naomi a décroché, ce qui m'a surpris. Nous discutons depuis lors. Il s'est arrêté. Je ne sais pas ce qu'elle vous a dit sur les raisons de notre contact, mais je veux que vous sachiez que je n'ai jamais été au courant pour Tyler. Si je l'avais su, j'aurais été là. Quoi que vous pensiez de moi par ailleurs, j'ai besoin que vous le sachiez. Je l'ai cru. Je ne le voulais pas, mais je l'ai fait. Il y avait trop d'émotions brutes dans sa voix pour que ce soit de la comédie. Elle vous dit que le mariage est terminé, ai-je dit. Ce n'était pas une question non plus. Un silence. Elle a dit que les choses étaient compliquées. J'ai posé le téléphone une seconde et j'ai regardé le plafond. Puis je l'ai repris. Russell, je vais être franc avec vous. J'ai découvert ce soir que Naomi voit un homme de son bureau. Vos appels n'ont rien à voir avec ça. Ce à quoi je fais face est plus gros qu'un simple journal d'appel. Je me suis frotté le visage avec ma main libre. Tyler ignore votre existence. Il m'appelle papa. Je suis son père depuis 5 ans. Je sais, a répondu Russell, et sa voix s'est crispée. Et je ne suis pas là pour détruire la vie de ce gamin. Mais j'ai des droits que j'ignorais avoir jusqu'à récemment. J'ai déjà consulté un avocat. Bien, ai-je dit. Et je le pense. Même si les mots me semblaient étranges à prononcer. Moi aussi. Dès demain. J'ai raccroché. Je suis resté assis à cette table pendant encore 20 minutes sans bouger. Puis je suis monté à l'étage,
j'ai vérifié une dernière fois que Tyler allait bien, et je me suis allongé sur le lit tout habillé, fixant le plafond jusqu'à 4 heures du matin. Je n'ai pas dormi, mais au lever du soleil, j'avais un plan. J'ai appelé Neil Stratton à 7h15 du matin. C'était un avocat auquel j'avais déjà fait appel à 2 reprises, une fois pour un litige avec un entrepreneur, une autre fois lorsqu'un fournisseur avait essayé de m'arnaquer sur une commande de matériaux. Perspicace, direct, sans fioriture, exactement ce dont j'avais besoin. Il a décroché à la 3e sonnerie, et je lui ai tout déballé. Les toilettes, les relevés téléphoniques, Derek Fowler, Russell Payne, Tyler, absolument tout. Il a écouté sans m'interrompre, ce qui était l'une des choses que je respectais chez lui. Quand j'ai terminé, il a dit, passez me voir à 10 heures. Ne lui parlez de rien de tout cela avant d'être ici. C'est ce que j'ai fait. Quand Naomi est rentrée à 8h30, après avoir apparemment passé la nuit chez une amie. Aucune explication n'a été donnée. J'étais dans la cuisine, buvant du café et lisant les nouvelles sur mon téléphone comme s'il s'agissait de n'importe quel autre vendredi matin. Elle m'a observé depuis l'encadrement de la porte comme si elle essayait de deviner à quelle version de moi elle avait affaire. « Il faut qu'on parle », a-t-elle dit. « On en parlera », ai-je répondu. Mais pas à la minute. J'ai une visite de chantier à 9h. C'était un mensonge, mais un mensonge propre. Elle a hésité, puis est montée à l'étage. J'ai entendu la douche couler. Le bureau de Neil se trouvait dans un bâtiment de verre, près de High Street. Le genre d'endroit qui sentait le café cher et l'autorité tranquille. Je me suis assis en face de son bureau et je l'ai regardé prendre des notes avec cette manière précise et posée qui était la sienne. « Première chose », a-t-il dit en posant son stylo. « Le patrimoine. Avant toute chose, j'ai besoin que vous rassembliez tout ce que vous pouvez trouver. Registre de propriété, compte conjoint, titre de véhicule, relevé d'investissement. Tout. Pouvez-vous y accéder depuis chez vous ? Pour la plupart, ai-je répondu. Je gère les finances du foyer. Je l'ai toujours fait. Il a hoché la tête. Bien. Parce que voici ce que je veux que vous cherchiez. Tout transfert, changement de titulaire ou modification de compte effectué au cours des 12 derniers mois et dont vous n'êtes pas à l'origine. Je l'ai regardé. Vous pensez qu'elle a déplacé des choses ? Je pense que vous devriez le découvrir avant qu'elle ne sache que vous cherchez. Il s'est adossé à son fauteuil. Les personnes qui préparent leur départ ont tendance à d'abord préparer le terrain, surtout quand cela fait un moment qu'elles y travaillent. Je suis rentré chez moi cet après-midi-là pendant que Naomi était au travail et que Tyler était à l'école. Je me suis assis à la table de la cuisine avec tous les documents que j'ai pu trouver et mon ordinateur portable ouvert sur chaque compte que nous partagions. Cela m'a pris 2 heures. Au bout de ces 2 heures, j'avais une boule au ventre, un sentiment de vide qui n'avait rien à voir avec la trahison et tout à voir avec un calcul froid et délibéré. La camionnette, un Ford F250 de 2021 que j'avais acheté il y a 2 ans pour l'entreprise, immatriculée à nos 2 noms pour des raisons fiscales, avait changé de titulaire. Il y a 8 mois. Le fonds d'études de Tyler avait été vidé de moitié. 12 000 $ transférés en 4 retraits distincts sur 6 mois. Chacun juste en dessous du seuil de signalement automatique. Et la carte de crédit commune affichait des dépenses que je n'avais jamais vues. Des hôtels, des restaurants, un reçu de bijouterie pour quelque chose qui n'était jamais arrivé chez nous. J'ai tout photographié, imprimé ce que je pouvais, mis le tout dans un dossier, et je l'ai apporté directement au bureau de Neil Stratton. Il a parcouru les pages sans aucune expression. Puis il a levé les yeux. Elle prépare ça depuis au moins 8 mois, a-t-il dit. La bonne nouvelle, c'est qu'elle a fait des erreurs. De petites erreurs, mais suffisantes. Quelle est la mauvaise nouvelle ? La mauvaise nouvelle, c'est qu'elle va se battre durement quand elle réalisera que la porte a été verrouillée de l'intérieur. Il a posé le dossier. La meilleure nouvelle, c'est que c'est vous qui détenez la clé. J'ai pris la route du retour en ressentant quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Ni soulagement, ni colère, mais quelque chose de plus proche de la clarté. Comme un chantier une fois la démolition terminée, quand on peut enfin voir la structure réelle en dessous. Ce qui tient encore debout, ce qui doit disparaître, et exactement ce avec quoi on travaille. Je suis allé chercher Tyler à l'école à 15h. Pendant tout le trajet du retour, il a parlé d'un projet d'histoire sur la Révolution américaine, et j'ai écouté chaque mot. Quoi qu'il arrive ensuite, il n'allait pas être pris entre 2 feux.
J'allais m'en assurer. Neil Stratton m'a appelé le lundi matin avec un ton qui signifiait qu'il avait réfléchi pendant le week-end. Voici où vous en êtes, a-t-il dit. Vous avez des malversations financières. Le changement de titulaire de la camionnette, les retraits sur le fonds d'études, les frais de carte de crédit. C'est réel, et c'est documenté. Vous avez des relevés téléphoniques qui établissent un schéma de contact régulier avec 2 hommes, dont l'un est un collègue. Vous avez une femme qui prépare une stratégie de sortie depuis près d'1 an. Il a fait une pause. Ce qu'il vous manque encore, c'est un moyen de pression totale. Elle ne sait pas ce que vous savez. C'est votre atout le plus précieux en ce moment. Ne le gaspillez pas trop tôt. Vous voulez dire que je ne dois rien faire? Je dis qu'il faut être intelligent sur le timing. Laissez-la penser qu'elle contrôle toujours la situation. Pendant ce temps, nous construisons notre dossier. Je veux qu'un expert comptable judiciaire examine chaque compte conjoint sur les 3 dernières années. Je veux que le changement de titulaire du véhicule soit examiné pour fraude potentielle. Si elle a falsifié votre signature sur ce transfert de propriété, c'est une toute autre affaire. Et je veux que vous teniez un journal quotidien. Date, heure, observation. Tout. J'ai commencé ce journal le jour même, l'après-midi. Je l'ai tenu dans un simple carnet, caché derrière une rangée de catalogues de raccords de plomberie sur l'étagère de mon bureau. Personne n'allait chercher là-dedans. Naomi est rentrée ce soir-là en se comportant comme si on était un mardi ordinaire. Elle a préparé le dîner. Elle a posé des questions à Tyler sur l'école. Elle m'a demandé si j'avais eu des nouvelles du chantier de l'avenue Worthington. J'ai répondu à tout sur le même ton qu'elle utilisait, calme, ordinaire, banal. Si elle s'attendait à ce que j'explose ou que je m'effondre, elle attendait sur le mauvais quai. C'est devenu le rythme des 10 jours suivants. Elle jouant la normalité, moi jouant l'ignorance. La différence était que sa performance était conçue pour gagner du temps, et la mienne était conçue pour rassembler des preuves. Le 4e jour, Neil m'a appelé pour me dire que l'expert comptable avait repéré quelque chose au-delà de ce que j'avais déjà trouvé. Il y a 18 mois, Naomi avait ouvert un compte d'épargne personnelle dans une autre banque, différente de celle que nous avions toujours utilisée. Elle y faisait des dépôts toutes les 2 semaines. De petits montants, suffisamment irréguliers pour éviter qu'on y décèle un schéma. Le solde total était de $41 000. $41 000 qu'elle mettait discrètement de côté pendant que je payais le prêt immobilier, les charges, les fournitures scolaires de Tyler, son assurance voiture et son abonnement à la salle de sport sans arrière-pensée. Je suis resté longtemps pensif face à ce chiffre après que Neil me l'a annoncé. Puis j'ai dit, peut-on prouver que cet argent provient de fonds détournés du foyer? On y travaille, a répondu Neil. Mais même si l'on ne peut pas remonter complètement à la source, l'existence de ce compte, caché, jamais divulgué, et accumulé pendant le mariage, constitue un actif matériel qu'elle sera tenue de déclarer. Si elle ne le déclare pas volontairement, nous le ferons. Je l'ai remercié et je suis retourné au travail. J'avais une équipe en train d'installer un nouveau système de plomberie commerciale dans un immeuble de cabinets médicaux à Westerville, et j'ai passé le reste de l'après-midi sur le chantier à faire ce que j'avais toujours fait, être présent, me salir les mains. M'assurer que le travail était bien fait. Le travail physique a quelque chose d'ancrant quand on a la tête pleine de problèmes qu'on ne peut pas résoudre avec ses mains. Cela ne règle rien, mais cela permet de tenir debout. Le 8e jour, Russell Payne m'a rappelé. J'ai engagé un avocat, a-t-il dit. Nous déposons une demande de reconnaissance de paternité. Je voulais que vous l'entendiez de ma bouche avant que les papiers n'arrivent. J'apprécie cela, ai-je répondu. J'étais assis dans ma camionnette sur le parking du bâtiment médical, le moteur éteint, regardant un pigeon se frayer un chemin sur l'asphalte avec une grande détermination. Que espérez-vous, Russell? En ce qui concerne Tyler. Il est resté silencieux un instant. Je ne veux pas être un élément perturbateur, a-t-il dit prudemment. Je sais que ce garçon a une vie. Je sais que vous avez été son père à tous les niveaux qui comptent. Je n'essaie pas de détruire cela. Une autre pause. Mais je veux qu'il sache que j'existe. Je veux une chance de le connaître. C'est tout ce que je demande pour l'instant. C'était une demande raisonnable. Je le lui ai dit. Il a semblé surpris que je dise cela, ce qui m'a fait comprendre qu'il s'était préparé à se battre. Une dernière chose, ai-je dit. Quoi qu'il arrive sur le plan légal,
Tyler doit apprendre la vérité par moi. Pas par un document juridique, pas par l'avocat de Naomi, mais par moi. Êtes-vous d'accord avec cela? Oui, a-t-il dit sans hésitation. Absolument. Nous avons raccroché. Je suis resté là encore quelques minutes. Ensuite, j'ai démarré la camionnette et je suis retourné sur le chantier parce qu'il y avait des tuyaux à vérifier et une équipe qui attendait des réponses, et que le travail ne s'arrêtait pour rien de tout cela. C'est arrivé un mercredi soir, 11 jours après la fête. J'aidais Tyler avec une feuille d'exercice de mathématiques à la table de la cuisine, des divisions longues, qu'il détestait avec la passion concentrée d'un enfant de 9 ans qui s'estimait lésé par les chiffres. Naomi était à l'étage. Nous pouvions l'entendre se déplacer, et par moments, le son étouffé de sa voix au téléphone. Tyler a résolu un problème, vérifié sa réponse 2 fois, puis m'a regardé avec cette expression qu'il avait quand quelque chose lui trottait dans la tête depuis trop longtemps. « Papa, a-t-il dit, à l'école aujourd'hui, Mason a dit quelque chose. » J'ai gardé une voix égale. « Qu'est-ce que Mason a dit ?» Tyler a baissé les yeux vers sa feuille d'exercice. « Il a dit que sa mère lui a dit que tu n'es pas mon vrai père. » Il a fait une pause. « Il a dit que mon vrai père est quelqu'un d'autre. » C'est vrai? La cuisine est devenue très silencieuse. J'ai posé mon crayon et me suis tourné pour lui faire entièrement face. « Tyler, regarde-moi. » C'est ce qu'il a fait. Ses yeux étaient fixes et sérieux. Il avait toujours été un enfant sérieux, plus mûr que son âge à certains égards. La mère de Mason ne connaît pas notre famille, ai-je dit. Ce que je peux te dire, c'est ceci, j'ai été là chaque jour de ta vie d'aussi loin que je m'en souvienne. J'étais à ton premier match de baseball, puis à ton deuxième. Et à ton troisième. C'est moi qui me suis assis avec toi aux urgences quand tu t'es cassé le bras au CE1. C'est moi qui t'emmène à l'école et qui t'aide à te battre contre les divisions longues. J'ai soutenu son regard. Est-ce que tout ça ressemble à quelque chose qu'un vrai père ferait? Il y a réfléchi avec la même concentration délibérée qu'il accordait aux problèmes de mathématiques. Non, a-t-il dit. Je veux dire, oui. C'est ce que font les vrais pères. C'est juste. Il est resté silencieux un instant. Puis, mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Jean, quelqu'un que je ne connais pas? J'ai pris une grande inspiration. C'était le moment que je ressassais dans mon esprit depuis 11 jours. Je n'allais pas lui mentir, mais je n'allais pas non plus en faire porter tout le poids à un enfant de 9 ans un mercredi soir, pendant des divisions longues. Il y a d'abord certaines choses dont ta mère et moi devons parler, ai-je dit. Ensuite, toi et moi aurons une conversation plus longue, une vraie conversation, où je répondrai à toutes tes questions. Je te le promets, mais j'ai besoin que tu me fasses confiance sur le fait que je te dirai la vérité. Peux-tu faire ça? Tyler m'a observé pendant une longue seconde. Puis il a hoché la tête, un signe de tête ferme, comme il le faisait quand il avait pris une décision. D'accord, a-t-il dit, et il est retourné à sa feuille d'exercice. Je suis resté là à le regarder travailler et j'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine, quelque chose qui n'avait rien à voir avec Naomi, ni Derek Fowler, ni Russell Payne, ni les 41 000 $, ni le compte en banque caché. Cela avait à voir avec ce garçon assis à côté de moi, mâchouillant la gomme de son crayon, qui méritait mieux que cette situation construite autour de lui à son insu. Le lendemain matin, j'ai appelé Neil Stratton et je lui ai dit qu'il était temps de passer à l'action. Pas parce que j'avais perdu patience. Il m'en restait plein. Mais parce que Tyler m'avait posé une question directe et que je lui avais promis une vraie réponse. Et je n'étais pas le genre d'homme à laisser des promesses prendre la poussière sur une étagère. Encore 2 jours, a dit Neil. L'expert comptable judiciaire termine son rapport demain. Nous déposons le dossier vendredi. Vendredi, ai-je approuvé. J'ai raccroché et je suis allé travailler. Mais toute la journée, sur chaque chantier, dans chaque conversation avec chaque membre de mon équipe, une partie de mon esprit était occupée par un garçon de 9 ans, une gomme de crayon et le poids particulier d'une question qui méritait une réponse honnête. Le rapport de l'expert comptable judiciaire a atterri sur le bureau de Neil Stratton jeudi après-midi. 23 pages détaillant chaque irrégularité dans nos finances conjointes remontant à 3 ans. Neil m'a appelé pendant que j'étais sur le chantier de Westerville et je me suis éloigné de l'équipe pour prendre l'appel sur le parking, adossé à ma camionnette, le vent de novembre transperçant ma veste de travail. Le résumé était méthodique et accablant. Au-delà du changement de titulaire de la camionnette et du fond d'études vidé,
le rapport identifiait un modèle de retrait d'espèces sur notre compte chèque commun. Toujours le jeudi, toujours entre 2 cents et $300, toujours à un distributeur situé à moins de 3 km du bureau de Naomi. 41 retraits sur 22 mois. Le total s'élevait à un peu plus de $9 000. En y ajoutant le compte d'épargne caché, Naomi avait retiré environ $50 000 de notre vie commune sans mon accord ni mon consentement. Elle fait cela depuis avant Derek Fowler, a dit Neil. Cela le précède d'au moins 8 mois. Ce qui signifie qu'il ne s'agissait pas de lui, ai-je répondu. Ce qui signifie qu'elle avait un plan de sortie avant même d'avoir une raison que la plupart des gens considéreraient comme telle. Ou bien la raison est arrivée en premier et elle a gardé cela privé. Il a fait une pause. Quoi qu'il en soit, la documentation est solide. Nous déposons le dossier demain matin. Je ferai signifier les papiers à son bureau vendredi après-midi. J'y ai réfléchi une seconde. Son bureau, le cabinet d'avocats où elle travaillait, entouré d'avocats. Elle va immédiatement réaliser son exposition sur le plan légal, ai-je dit. Oui, a répondu Neil. C'est le but. Elle n'aura pas le temps de préparer de contre-récits avant le week-end. Son employeur sera au courant avant la fermeture des bureaux vendredi. Et l'avocat de Russell Payne a déposé une demande de reconnaissance de paternité ce matin. Ce processus est désormais officiellement en marche. Lui aussi. Je suis resté un moment sur ce parking après avoir raccroché, regardant l'un de mes gars transporter des tuyaux de cuivre à travers le terrain avec l'efficacité concentrée d'un homme qui savait exactement quel était son travail. Il y avait quelque chose que je respectais énormément là-dedans. Le fait de connaître sa fonction et de l'exécuter proprement. J'avais passé 22 ans à bâtir une entreprise sur ce principe exact. Naomi avait passé 22 mois à démanteler discrètement tout ce que j'avais construit. Je suis retourné au travail. J'ai passé le reste de la journée de jeudi à faire ce que je faisais toujours, diriger le chantier, vérifier les raccords, m'assurer que tout était correct. Mes gars ne savaient pas que quelque chose n'allait pas parce que je ne montrais pas mes difficultés. Je gérais cela en privé et je me présentais intact. C'était la seule façon que je connaissais de fonctionner. Jeudi soir, il s'est passé quelque chose d'inattendu. J'étais dans le garage en train de réviser les factures des chantiers de la semaine quand Derek Fowler a appelé sur mon téléphone personnel. Je n'ai pas reconnu le numéro au début, mais il s'est identifié immédiatement. Sa voix était maîtrisée, mais il y avait quelque chose en dessous qui ressemblait à un homme essayant de négocier sa sortie d'un bâtiment en flammes. « Monsieur Merritt, a-t-il dit, je sais que vous n'avez aucune raison de prendre cet appel. Je vous demande de m'accorder 5 minutes. Vous en avez 3, ai-je répondu. Il a pris une inspiration. J'ai besoin que vous sachiez que ce qui s'est passé entre Naomi et moi, je ne vais pas prétendre que ce n'était pas mal. Ça l'était. Mais je veux que vous sachiez qu'elle m'a présenté votre mariage comme étant essentiellement terminé. Que vous viviez séparés depuis des mois. Sur tous les plans sauf sur les papiers. Et vous avez cru cela? Oui. Je n'aurais pas dû. J'aurais dû partir au moment où elle m'a dit ça. Il a fait une pause. La raison pour laquelle j'appelle, c'est parce que je fais l'objet d'une enquête interne, et on a demandé à Naomi de fournir une déclaration. Je ne sais pas ce qu'elle va dire, mais je veux que vous sachiez que je ne vais pas mentir pour la protéger. Quoi qu'elle vous ait dit sur moi. Je coopère pleinement avec les ressources humaines. Si cela peut aider votre dossier d'une manière ou d'une autre, je suis prêt à confirmer ma coopération par l'intermédiaire de votre avocat. Je suis resté silencieux un instant. Pourquoi me dites-vous cela? Parce que je ne suis pas quelqu'un de bien dans cette situation, a répondu Derek, mais je ne suis pas le pire non plus. Et je pense que vous méritez de savoir que la femme que vous avez épousée avait tout prévu bien plus à l'avance qu'une simple fête dans des toilettes. Je ne l'ai pas remercié, mais je lui ai dit d'envoyer une déclaration au bureau de Neil Stratton et je lui ai donné le nom de Neil. Il a répondu qu'il le ferait. Nous avons raccroché. J'y ai réfléchi pendant un long moment. Puis j'ai ajouté l'appel à mon journal, et je suis rentré à l'intérieur pour vérifier que Tyler allait bien. Le vendredi a tout changé, et ça a changé vite. L'huissier de Neil a trouvé Naomi au cabinet d'avocat à 14h47 de l'après-midi. Je connais l'heure exacte car Neil me l'a envoyé par SMS. J'étais dans la cabine de ma camionnette à l'extérieur d'un magasin de fournitures à Gahanna quand mon téléphone a vibré, et j'ai lu le message 2 fois avant de sortir du parking. Naomi m'a appelé à 15h15. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie.
Elle a rappelé à 15h32. Puis, à 15h50, elle a envoyé un SMS disant « Il faut qu'on parle tout de suite. C'est de la folie. Appelle-moi. » J'ai appelé Neil à la place. Comment a-t-elle réagi, ai-je demandé. Son supérieur m'a appelé directement environ 20 minutes après la signification, a répondu Neil. Je pouvais entendre la satisfaction maîtrisée dans sa voix, la façon dont sonne un bon avocat lorsqu'un plan s'exécute proprement. Apparemment, Naomi est devenue visiblement bouleversée au bureau. L'associé principal, qui je suppose n'ignore pas la situation au niveau des ressources humaines concernant Derek Fowler, lui a demandé de prendre le reste de la journée. Il a fait une pause. Elle est également au courant maintenant que la procédure de Russell Payne est active. Les deux nouvelles sont arrivées à la même heure. Bien. Clayton, a dit Neil. Elle va rentrer ce soir avec l'envie de négocier. Elle va être émotive. Elle va peut-être s'excuser. Et elle va absolument essayer de découvrir ce que vous savez. Ne lui dites rien. Ne négociez pas. Ne vous engagez sur le fond de quoi que ce soit. Si elle aborde les finances, dites-lui de contacter mon bureau. Si elle parle de Tyler, dites-lui que le bien-être de Tyler est votre priorité absolue et que votre avocat prendra contact. C'est tout. Compris, ai-je répondu. Tyler était chez un ami d'école jusqu'à 18h. J'avais organisé cela 2 jours plus tôt, discrètement, par l'intermédiaire de la mère de son ami. Je voulais que la première heure se passe sans qu'il ne soit dans la maison. Naomi était déjà rentrée. Sa voiture était dans l'allée. Je suis entré par la porte d'entrée et je l'ai trouvée assise à la table de la cuisine, toujours dans ses vêtements de travail, les mains à plat sur la table devant elle comme si elle essayait de se retenir. Elle a levé les yeux quand je suis entré. Le bord de ses yeux était rouge, mais sec. Elle avait pleuré, mais elle s'était ressaisie. Je devais lui accorder cela. Elle ne s'effondrait pas facilement. « Assieds-toi », a-t-elle dit. Je suis bien debout, ai-je répondu. J'ai posé mes clés sur le comptoir et je m'y suis adossé, les bras croisés, ne lui montrant rien. Tu as demandé le divorce, a-t-elle dit. Sa voix était égale, mais de justesse. Sans me dire un mot. Sans une seule conversation. Nous avons eu plusieurs conversations, ai-je dit. Tu as passé la majeure partie d'entre elles à me dire que j'étais le problème. Clayton. Naomi. J'ai gardé ma voix mesurée. Je suis au courant pour le compte caché. Je sais pour les 41 000 $. Je sais pour les 9 000 $ de retrait au distributeur du jeudi. Je sais pour le changement de titulaire de la camionnette. Et un expert en documents est également au courant. Puisqu'il examine actuellement si la signature sur ce document de transfert est réellement la mienne. J'ai observé son visage à chaque point que je soulevais. Je sais pour Russell Payne. Je sais qu'il ne t'a pas abandonné. Je sais qu'il ignorait l'existence de Tyler. Et je sais que tu es en contact avec lui depuis 4 mois sans ne m'avoir rien dit. Je me suis redressé. J'en sais assez. Mon avocat sait le reste. Elle m'a dévisagé. La surface de son calme avait développé des fractures visibles. Sa mâchoire était crispée. Ses mains s'étaient légèrement recroquevillées sur la table. J'allais te le dire, a-t-elle dit, à propos de Russell. J'essayais de trouver comment. Tu as eu 5 ans pour trouver comment, ai-je répondu. Tu as bien réussi à trouver comment ouvrir un compte bancaire secret. Tu as réussi à trouver comment déplacer de l'argent par montant conçu pour éviter d'être détecté. Tu es clairement capable de trouver comment faire les choses quand elles servent tes intérêts. Elle a tressailli. Ce n'est pas juste. Juste? J'ai prononcé ce mot lentement, en lui donnant tout son poids. Naomi, tu as pris 12 000 $ sur le compte universitaire de Tyler et tu les as transférés vers un fonds avec lequel tu allais t'en aller. Tu as fait ça à ton propre fils. J'ai secoué la tête. On a dépassé le stade de ce qui est juste ou non. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. L'horloge de la cuisine faisait tic-tac. Dehors, le chien d'un voisin a aboyé 2 fois, puis s'est tu. Qu'est-ce qui va se passer pour Tyler, a-t-elle finalement demandé. Sa voix était plus petite maintenant, dépouillée de toute comédie. Tyler aura la vérité, ai-je dit, par moi, au bon moment et de la bonne manière. Et ensuite il aura de la stabilité, ce qui veut dire qu'il reste dans cette maison, dans son école, avec ses routines.
Quel que soit l'accord de garde, ça ne change pas, j'ai soutenu son regard. Mais c'est entre nos avocats maintenant, plus entre nous. Elle a regardé la table et a hoché la tête une fois, un petit signe de tête abattue, le premier geste honnête qu'elle ait fait depuis la nuit de la fête. J'ai ramassé mes clés et je suis sorti de la cuisine. J'avais 45 minutes avant que Tyler ne rentre à la maison. Je les ai toutes utilisées à rester assis sur la véranda arrière dans le froid, regardant la course s'assombrir, laissant la partie la plus difficile se décanter. Quand la voiture qui ramenait Tyler s'est garée dans l'allée, j'étais à la porte pour l'accueillir. Il avait une tache de quelque chose qui ressemblait à du glaçage au chocolat sur sa joue gauche et une expression de pur contentement de petit garçon de 9 ans. « C'était comment ?» ai-je demandé. « Génial », a-t-il dit, et il est passé devant moi pour entrer dans la maison sans ralentir le pas. J'ai souri pour la première fois de toute la journée. L'audience préliminaire a été fixée à un mardi matin début décembre, 3 semaines après la signification des papiers du divorce. Neil m'avait prévenu que ce serait procédural, établir des calendriers, accuser réception des dépôts de dossiers, fixer le cadre pour la procédure complète. Ce dont il ne m'avait pas prévenu, c'est à quel point il serait étrange de s'asseoir d'un côté de la table d'une salle d'audience et de regarder la femme avec qui j'avais partagé mon lit pendant 5 ans s'asseoir de l'autre côté. Flanquée d'une avocate qu'elle avait engagée 2 jours après avoir reçu les papiers. Son avocate était une femme nommée Patricia, pas la même Patricia que la mienne, une coïncidence que Neil trouvait légèrement amusante et que je trouvais un peu surréaliste. Elle était compétente et raffinée, et elle a défendu sa position d'ouverture avec précision. Naomi, a-t-elle dit, avait commis des erreurs de jugement personnel, mais avait été un parent actif et présent tout au long du mariage. Elle a reconnu les écarts financiers comme des questions devant être résolues lors de l'échange de pièces. Elle n'a pas reconnu le compte caché directement, ce qui m'a indiqué qu'ils allaient essayer de le recadrer différemment. Neil n'a réagi à rien de tout cela. Il faisait ce métier depuis 20 ans et rien dans une audience préliminaire ne le surprenait. Quand ce fut son tour, il a exposé les preuves documentées avec la même efficacité tranquille que s'il déroulait un plan de construction. Le changement de titulaire de la camionnette, le compte d'épargne caché, les 41 000 $, les 9 000 $ de retrait structuré au distributeur, le siphonnage du fonds d'études. Il a posé chaque élément sur la table comme un entrepreneur posant du carrelage, mesuré, de niveau, incontestable. Le juge, un homme trapu d'une 60aine d'années avec l'expression de quelqu'un qui avait entendu toutes les variations de toutes les histoires, a pris une brève note après chaque point. Quand il a mentionné les conclusions de l'expert en documents concernant le transfert du véhicule, le juge a levé les yeux et a posé une question directe à l'avocate de Naomi. Elle a répondu prudemment. Il a pris une autre note. Nous sommes sortis en moins de 2 heures. Dehors, dans le couloir, Neil a marché à côté de moi en direction de l'ascenseur. Elle va négocier, a-t-il dit. Son avocate sait que le risque lié à la fraude documentaire est réel. Ils ne veulent pas que cela aille plus loin. Attendez-vous à une offre d'ici 10 jours. Quel genre d'offre? Elle concède la camionnette et le remboursement du fonds d'études. Elle se battra probablement pour conserver une partie du compte caché, en affirmant qu'elle se constituait une épargne personnelle pendant le mariage. Nous ferons une contre-proposition. Nous trouverons un accord quelque part au milieu, dans une fourchette qui vous restera largement favorable. Il a appuyé sur le bouton de l'ascenseur. Le cadre de la garde est en fait plus clair que ce à quoi je m'attendais. Elle n'a pas contesté la résidence principale chez vous. Elle demande un droit de visite classique. Ça convient pour Tyler, ai-je dit. C'est tout ce qui compte, a acquiescé Neil. 10 jours plus tard, exactement comme prévu, l'offre est arrivée. L'avocate de Naomi a proposé un accord de règlement qui restituait la camionnette, remboursait intégralement le fonds d'études, partageait le compte caché à 60/40 en ma faveur, et établissait la garde principale pour moi avec des week-ends alternés pour Naomi. Les retraits structurés ont été absorbés dans le calcul global de l'accord. Neil et moi en avons discuté pendant 40 minutes. Puis j'ai signé. Le problème avec un accord, c'est que ça ne ressemble pas à une victoire. Ça donne l'impression d'une porte qui se ferme, le petit clic doux et définitif de quelque chose qui était autrefois ouvert. Je suis rentré chez moi depuis le bureau de Neil sous une légère neige de décembre, en pensant à 5 années de matin et de dîner, au match de baseball de Tyler, et à la façon si particulière dont Naomi fredonnait pendant qu'elle préparait le café. Et je me suis autorisé à en ressentir tout le poids pendant la durée exacte de ce trajet. Puis, je me suis garé dans mon allée,
J'ai éteint le moteur, et je suis entré. Tyler était à la table de la cuisine en train de faire ses devoirs. Il a levé les yeux quand je suis entré et m'a demandé si je voulais entendre ce qu'il avait appris sur l'armée continentale. J'ai dit oui. Je me suis assis, je me suis servi un verre d'eau, et j'ai écouté. 2 jours avant Noël, Russell Payne a fait la route depuis Cincinnati pour ce que nous avions discrètement convenu d'appeler une première rencontre. Pas d'avocat, pas de cadre formel, juste 2 hommes et un garçon dans un restaurant typique de l'Est de Columbus. Un mardi matin alors que la neige tombait dru et que le parking était à moitié vide. J'ai emmené Tyler. Je lui avais dit la veille au soir, calmement, avec précaution, de la manière dont je lui avais promis, qu'il y avait un homme nommé Russell qui était son père biologique, que cet homme n'avait pas été au courant de son existence jusqu'à récemment. Et que rien de tout cela ne changeait la moindre chose à notre relation. Tyler était resté très immobile pendant que je parlais, posant 2 questions, si Russell semblait être quelqu'un de bien, et si j'allais cesser d'être son père. Je lui ai répondu que Russell semblait être un homme honnête essayant de bien faire dans une situation dont il avait été écarté. Et je lui ai dit que les pères ne sont pas créés par la biologie. Ils sont créés en étant présents chaque jour pendant des années. Que j'avais fait cela et que j'avais l'intention de continuer. Tyler a hoché la tête. Puis il a demandé si on pourrait manger des pancakes au restaurant. Nous avons mangé des pancakes. Russell est arrivé 10 minutes après nous, un homme mince et calme, qui avait l'air d'avoir répété son sang-froid et y était presque parvenu. Il m'a d'abord serré la main, ce que j'ai respecté. Puis il a regardé Tyler et a dit simplement « Salut bonhomme, c'est bien de te rencontrer enfin ». Tyler l'a regardé avec l'évaluation prudente d'un enfant de 9 ans qui a décidé de suspendre son jugement jusqu'à ce que de nouvelles preuves soient disponibles. Puis il a demandé « Tu aimes le baseball ?» Le visage de Russell s'est illuminé pour révéler quelque chose de sincère. « J'y jouais au lycée », a-t-il répondu. « Je suis à Raycourt », a dit Tyler, et il s'est décalé pour faire de la place sur la banquette. J'ai bu mon café en les regardant parler, et j'ai senti quelque chose s'apaiser dans ma poitrine, quelque chose qui était agité depuis novembre. Pas exactement du bonheur, mais une sensation de justesse. La justesse particulière d'une chose compliquée en train d'être gérée avec honnêteté et décence par les personnes impliquées. C'était suffisant pour moi, plus que suffisant, en réalité. C'était exactement ce que Tyler méritait. Janvier est arrivé avec un fort gel et plus de travail que je ne pouvais en planifier confortablement. 3 contrats commerciaux sont tombés au cours des 2 premières semaines de la nouvelle année. L'agrandissement d'une clinique médicale, la rénovation d'un restaurant, et un contrat pour le district scolaire qui allait occuper 2 de mes équipes jusqu'à fin mars. J'ai embauché 2 plombiers supplémentaires en février, portant le total à 16. L'entreprise que j'avais bâtie à partir d'une camionnette d'occasion et d'une poignée de main il y a 22 ans faisait, à tous points de vue, exactement ce pourquoi elle avait été conçue. J'ai traversé cet hiver avec une concentration particulière que je n'avais plus eue depuis des années, pas la concentration écrasante et tête baissée d'un homme qui essaie de maintenir les choses en place. Mais la concentration nette est tournée vers l'avenir d'un homme qui sait vers quoi il travaille. Tyler avait ses routines, l'école, l'entraînement de baseball 2 fois par semaine, les dîners du mardi avec moi à la table de la cuisine avec tout ce que j'avais réussi à préparer. Il s'adaptait à la nouvelle tournure des choses avec la résilience dont font preuve les enfants quand les adultes autour d'eux sont honnêtes et stables. Il voyait Naomi un week-end sur 2. Ces échanges étaient professionnels et courtois, bref, sur le pas de la porte, coordonnés par SMS si nécessaire. Elle avait emménagé dans un appartement dans le quartier de Short North, un endroit où je n'étais jamais allé et que je n'avais pas besoin de voir. Quoi qu'elle construise à partir des ruines de ce qu'elle avait fait, elle le construisait sans mon implication. Derek Fowler avait été licencié du cabinet d'avocats début décembre, suite à l'achèvement de l'enquête interne. L'examen a révélé qu'il avait utilisé les ressources de l'entreprise et ses relations avec les clients pour mener un arrangement commercial privé qui violait son contrat de travail sur plusieurs clauses. Le témoignage de Naomi auprès des RH, d'après ce que les sources de Neil ont indiqué, avait été factuel mais n'avait pas protégé Derek. Il lui restait suffisamment d'instinct de survie pour savoir que le couvrir ne ferait qu'aggraver son propre cas. Russell Payne a commencé à faire la route depuis Cincinnati 1 fois par mois. Lui et Tyler avaient trouvé un rythme prudent et authentique. Des appels vidéo toutes les 2 semaines, un match de baseball au printemps auquel nous avons assisté tous les 3 sans incident. Russell était, comme je l'avais dit à Tyler, un homme honnête qui essayait de bien faire dans une situation qu'il n'avait pas créée.
J'ai constaté que je pouvais respecter cela sans difficulté. En février, Tyler est rentré de l'école avec un dessin au crayon de couleur qu'il avait fait en cours d'art plastique. Le devoir consistait à dessiner sa famille. Il avait dessiné une maison avec un grand arbre dans la cour. Devant la maison se tenaient deux personnages, un grand et un petit. Le grand portait l'inscription « Papa » dans ses lettres majuscules soigneusement tracées. Je l'ai accroché sur le réfrigérateur avec un aimant en forme de l'État de l'Ohio. Ce printemps-là, j'ai racheté la dernière traite de ma propriété commerciale, un entrepôt et des bureaux pour lesquels je payais depuis 11 ans. Je me suis tenu sur le parking vide un samedi matin d'avril avec un café qui refroidissait dans ma main, j'ai regardé le bâtiment qui portait mon nom sur l'enseigne au-dessus de la porte, et j'ai ressenti la satisfaction particulière d'une chose dont on est pleinement propriétaire. J'ai repensé aux $50 000 discrètement transférés vers l'avenir de quelqu'un d'autre. J'ai repensé à un compte caché, à une camionnette ayant changé de propriétaire, et à un plan qui tournait en toile de fond de ma vie depuis près de 2 ans. J'ai repensé à toutes les façons dont cela aurait pu se passer différemment si je n'étais pas allé à cette fête, si je n'avais pas marché dans ce couloir, si je n'avais pas passé cet appel téléphonique à Neil Stratton à 7h15 un vendredi matin. Et puis j'ai pensé à Tyler sur la banquette d'un restaurant, se décalant pour faire de la place à un homme qu'il venait de rencontrer, en lui posant des questions sur le baseball. J'ai fini mon café, je suis rentré à l'intérieur, et je me suis remis au travail. Certains hommes construisent des choses avec des plans architecturaux et de grandes annonces. J'ai toujours été plus à l'aise avec la version silencieuse, être présent, bien faire le travail, laisser quelque chose de solide derrière soi. C'est ce que je suis. C'est ce que j'allais rester.